Chers amis d'Albatros de Montérégie, chers bénévoles, nous allons passer quelques minutes avec France à parler d'un sujet qui désarçonne quelquefois les bénévoles, le malade qui est tombé dans le coma. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir ça, France? Eh oui, j'accompagne une personne à domicile et la dernière fois que je suis allée, j'arrive sur place, puis la personne était dans le coma. Comme bénévole, ben moi je suis là pour écouter les personnes, mais là je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je repars? Est-ce que je reste? Alors, je me demandais bien quoi faire. Je suis restée. On va voir. C'est une question intéressante. C'est une question intéressante parce que c'est naturel pour le bénévole d'être là pour avoir une relation puis de parler avec le malade. Puis voilà que le malade ne parle plus. Et pourquoi il ne parle plus? Bien, avec la maladie, surtout avec la maladie chronique, quand on descend tranquillement dans l'échelle de l'énergie, on est de moins en moins capable de se lever, de marcher, même facilement d'avoir des petites activités comme de manger tout seul, à un moment donné, le cerveau n'a plus assez d'énergie pour nous tenir réveillés. C'est un peu comme notre ordinateur portatif qu'on a sur la table. On arrête d'y toucher pendant quelques moments et pop, l'écran devient noir. Il n'y a plus d'image. Il marche encore. Il prend encore les messages. Il y a encore toute l'information à l'intérieur. Quelquefois, il calcule. Mais il ne nous dit pas qu'elle est là. Il faut y toucher. C'est un peu la même chose pour le malade. Le malade, à un moment donné, le versant communication tombe en panne. Il n'est plus capable de communiquer. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Et pendant un assez longtemps, le malade entend tout. Il sait ce qui se passe autour de lui, mais il n'est plus capable de se manifester. Et c'est normal que quand le malade n'est plus capable de se manifester, notre relation avec lui est comme changée. Et même pour la famille, ils ne savent pas très bien quoi faire avec ce monsieur qui ne répond plus. Et donc, c'est important pour le bénévole de savoir que pendant longtemps, dans ce coma-là, le malade est présent. Je vais te donner quelques exemples de ça qui sont très illustratifs. Voilà un jour un malade qui est tombé dans le coma un dimanche soir. Le lundi matin, il y a des signes qui ne vont pas bien. Les infirmières appellent la famille. Puis dire, monsieur, il va pas bien, on ne pense pas qu'il passe l'après-midi. Si vous voulez lui dire au revoir, c'est maintenant. Alors la famille arrive le lundi, passe l'après-midi dans la chambre, puis le lundi soir, le monsieur est encore là. Alors il repart. Le mardi matin, les infirmières appellent la famille parce que le monsieur est pas bien. La famille passe le mardi, puis le soir, le monsieur est encore là. On ne prévoit pas toujours exactement à quel moment les gens vont partir, puis des fois, il y a des fluctuations. Le mercredi, c'est le même scénario. Puis à 3 heures, je rentre dans la chambre du malade, la famille est là, le fils est là, puis il me dit, écoute, docteur, nous autres, on a autre chose à faire, là, que de venir tous les jours ici, là. Alors, tu lui donnes une piqûre, puis on arrête ça là. Et voilà que la madame qui est dans le lit se met à pleurer. Elle n'a rien dit. Il y a juste des grosses larmes qui se sont mises à couler de chaque côté de son nez. J'ai pris le fils par le bras, puis j'ai regardé maman. Et puis tranquillement, il s'est rendu compte que maman mourrait à son heure à elle, pas à son heure à lui. Et qu'il était devant une réalité qui le sortait de sa routine. Et qui, lui, dans le fond, il restait pris dans sa routine. Puis je pense qu'il a réfléchi un peu à la situation de la vie à ce moment-là. De faire vraiment attention à ce qu'on dit devant la personne. Eh, madame, on fait attention à ce qu'on dit devant la personne, oui. Et puis, quand on a des choses difficiles, on les dit en dehors de la chambre, pas dans la chambre. Un deuxième exemple qui est intéressant, j'ai un jour suivi une religieuse qui avait une insuffisance rénale, puis qui est tombée dans le coma, parce que les reins ne fonctionnaient plus. Alors, je me suis occupé d'elle. Ça remonte il y a plus de 25 ans. À cette époque-là, je faisais de la médecine des maladies des reins, qu'on appelle de la néphrologie. Et puis, toutes les 2 heures, j'allais changer des sérums et travailler une demi-heure près d'elle. Et elle était dans le coma.
Elle est restée dans le coma 48 heures. Je me suis occupé d'elle durant ces 48 heures-là. Et comme je chantais dans une chorale à cette époque, et qu'elle ne pouvait pas me parler, bien, je chantonnais ce que j'avais appris à la chorale, c'était les vêpres de Rachmaninov. Et puis, un beau lundi matin, quand je viens la voir, elle est réveillée. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Ah, docteur, si vous saviez, quand vous veniez me voir, je vous entendais chantonner. Et je me disais, s'il chante, c'est parce que mon affaire va bien. Donc, dans son coma, elle m'avait entendu chanter et elle avait intégré que si je chantais, c'est parce que je n'étais pas inquiet d'elle. Et donc, que ça l'encourageait. Elle savait qu'elle allait mieux. Donc, dans le coma, le malade, il peut être extrêmement présent. Je me rappelle d'une autre madame qui tombe dans le coma un lundi, puis reste le coma le mardi, puis le mercredi, puis le jeudi, puis l'équipe soignante pensait qu'elle ne durerait pas 3 jours. Mais 4 jours après, elle est encore là. Et voilà que la TS, la travailleuse sociale, rentre dans la chambre et dit tout haut, « Nous avons trouvé une belle place pour François. » Elle dit ça à la fille qui était avec sa maman. François, c'est le fils de cette madame-là, le frère de la fille qui est là. Lui, il a une trisomie 21 et il vit avec madame. Et tant qu'il n'a pas entendu, on a trouvé une belle place pour François, madame n'est pas décédée. Mais quand elle a entendu ça, quelques heures après, elle était partie. Elle attendait de savoir que François serait bien. On meurt quand on est prêt à mourir. Et même dans le coma. C'est pour ça que certaines familles disent à l'oreille de papa, « Papa, tu sais, tu peux partir. On te donne la permission de partir. On accepte que tu seras dorénavant dans notre cœur et pas dans notre réalité concrète. Mais tu vas rester avec nous et on va rester avec toi. » Et papa qui entend ça, s'en va. Ça ne nous tombe pas sur la tête comme une brique. Ça nous arrive quand on est prêt, surtout dans ces situations de fin de vie. Alors, le bénévole, qu'est-ce qu'il doit savoir, là? Un, il doit savoir que le lien entre le monsieur qui est dans le coma et la famille est différent. La famille ne comprend pas qu'il entend et qu'il comprend tout, et quelquefois, elle ne sait pas quoi dire, et elle dit des choses qui ne devraient pas être entendues. Deux, on peut encourager la famille, dire, vous savez, il vous entend probablement. Si vous voulez lui dire, je t'aime, papa, c'est maintenant. Et il va le comprendre. Et puis si par hasard, parce que son coma avait beaucoup progressé, il ne t'entendait pas, so what? Toi, tu lui as dit ce que tu voulais lui dire. 3. Si la situation dure, on peut se demander, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris? Est-ce qu'il y a une fille en Australie qui aurait aimé voir ou qui s'en vient et qui l'attend? Et quelquefois, c'est ça qui arrive. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre de la musique dans la chambre? Bien, quelquefois, oui. Surtout s'il y avait des goûts particuliers, ce monsieur-là, qu'il avait bâti un cadre autour de lui. Ces préoccupations-là, d'être présente près de lui et près de la famille, justifient pleinement que le bénévole demeure là. Puis je finirai en disant que même s'il tombait dans un coma où il n'est plus présent, c'est bien de pouvoir être assis près de lui et à l'accompagner jusqu'à la fin. C'est un discours un peu spécial, hein? Et je vais finir par te raconter une histoire extraordinaire où je pense que j'ai vu quelqu'un dans le coma poser un geste important. Voilà un monsieur qui est très malade et dont l'épouse n'accepte pas la maladie. Elle n'accepte pas, elle est dans le déni, en fait. Et elle me dit, vous savez, docteur, quand il reviendra, on va changer le salon puis la salle à manger pour faire une chambre en bas pour qu'il n'y ait pas besoin de monter. Puis j'ai beau lui expliquer que je ne crois pas que ce soit possible qu'il rentre parce qu'il est vraiment trop malade. Elle ne le croit pas. Et un lundi, un beau lundi matin, il tombe dans le coma. La malade vient le voir.
à la surprise de s'apercevoir que monsieur ne lui répond plus. Elle s'assoit et elle passe la journée avec lui. Et tranquillement, elle se rend compte que le retour à domicile, bien sûr, est impossible. Et elle va être assise à côté de lui. Puis le mardi, il est encore dans le coma. La madame vient, passe la journée avec lui. Et ainsi pour le mercredi. Et ainsi pour le jeudi. Et ainsi pour le vendredi. Puis le samedi, dans ma visite de fin de semaine, je passe devant la porte. Je la vois assise à côté du malade. Elle tient la main de son mari dans la main. Et je me demande, qui tient la main de qui? Au fond, je pense que lui, il a décidé de lui donner quelques jours de présence, de plus. On meurt quand on est prêt. Et ce cadeau de vie, 2-3 jours avec elle de plus, ça l'a aidé à sortir de son déni et d'accepter ce qui était en train d'arriver. C'est un moment d'amour dans le coma. Quelque part, le coma est encore un moment précieux où on peut donner des messages et recevoir des messages. Donc, si je comprends bien ce que vous venez de dire, le bénévole a vraiment sa place auprès du malade. Il est là pour faire le lien entre la famille et le malade qui est dans le coma. Certainement. Il faut se rappeler qu'il est toujours présent, même s'il est dans le coma, il est encore là, il n'est pas mort. On peut proposer ou même mettre nous autres mêmes de la petite musique douce qui agresse pas le patient. Mais tu te rappelles bien de l'essentiel. Oui. Et ce lien avec la famille, où on explique à la famille qu'il entend encore, peut être très, très important. Surtout pour ceux qui sont arrivés trop tard, qui devaient arriver alors qu'il était présent, puis quand il arrive, il était déjà plus là. Alors le fait de lui expliquer qu'il est encore là, qu'il peut encore les entendre, ça vient changer la douleur créée par le fait qu'il n'était pas à temps. Et donc, ça aide aussi le deuil du côté de la famille. Je pense donc que le bénévole a un rôle très pacifiant là-dedans et un rôle de représentant du malade. Se rappeler aussi que la personne, c'est pas les gens autour qui vont décider du moment de la mort. C'est lui-même. C'est vraiment lui-même. Cher bénévole, le privilège que nous avons d'accompagner des malades ne finit pas avec la parole. Elle finit dans un contact dans lequel il n'y a pas de mots. Mais ça ne veut pas dire que ce contact n'est pas précieux, qu'il n'est pas riche, et que quelque part, ce ne soit pas d'authentiques contacts humains. Merci de votre attention.